j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se lancer en fait dans une nouvelle série de vidéos où cette fois-ci, il y aura pas forcément que moi qui va parler. Il y aura aussi donc Guillaume que vous connaissez déjà, pas forcément sa tête en tout cas, mais que vous connaissez déjà, qui a déjà fait une vidéo interview. Justement, déjà si vous l'avez pas vue, je vous invite également à aller la voir. On la mettra dans la fiche qui apparaît sur la vidéo. On va faire une série de vidéos pour vraiment traiter en fait des thèmes qui sont rarement traités. En général, sur les vidéos YouTube, on traite de l'actualité, on traite d'analyse technique à l'instant T, et on oublie toujours en fait qu'il y a énormément d'autres sujets à traiter, qui sont, à mon avis, beaucoup plus importants que ce qu'on peut voir très souvent, on va dire, dans les vidéos. Pas de prétention particulière, mais c'est juste que il y a des sujets qui sont peut-être un peu moins, on va dire, attractifs pour faire des vues, et qui pourtant, à mon sens, sont les plus importants pour réussir dans le milieu de l'investissement, et surtout, plus précisément, de l'investissement dans les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, première vidéo, premier sujet, bien sûr un petit peu aguicheur. Pourquoi est-ce que personne, ou presque, parce que bien évidemment, sinon on serait pas là, ne gagne dans les crypto-monnaies? Il y a une minorité qui gagne aujourd'hui en fait dans ce marché, et il faut bien comprendre que si cette minorité gagne, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs en analyse technique, c'est pas parce qu'ils ont été meilleurs pour dénicher en fait des projets, même si parfois ça peut y jouer ou influer, mais en tout cas il y a tout un tas d'autres facteurs à prendre en compte qui sont vraiment importants, et qui sont encore plus importants si on est débutant. Donc la première question qu'on va essayer en fait d'aborder avec Guillaume pour essayer en fait d'apporter une réponse à cette première question, c'est déjà en fait quelles sont les principales difficultés qu'il faut absolument surmonter pour gagner dans les crypto-monnaies. Je te laisse un petit peu commencer, Guillaume, avec cette première question. Ouais, moi je dirais que ça va être surtout la méconnaissance des marchés financiers. Parce que nous-mêmes et l'entourage ou les gens qu'on connaît, il y a beaucoup de monde qui arrive dans les crypto-monnaies parce qu'on en a entendu parler, mais on vient pas de la finance, on n'a jamais vraiment investi, ou alors de façon plutôt buy and hold, où on n'a jamais vécu des cycles entiers, ou tout ce qui va se rapprocher de la psychologie des marchés financiers. Ouais. Donc voilà, ça va être la méconnaissance. Ok, on se lance. C'est vrai que en plus on a souvent cette impression que les cryptos, c'est différent, ça va se passer d'une manière différente, on va gagner de l'argent peut-être plus facilement qu'avec d'autres types d'investissements, alors que en réalité, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que investir dans les crypto-monnaies, à mon sens, ça demande autant, voire même plus parfois, de connaissances et d'expérience que d'investir dans l'immobilier, dans les marchés actions, ou même d'autres types d'investissements. Donc, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que dans cette méconnaissance, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est la méconnaissance de ce que c'est qu'un marché et un cycle de marché. N'importe quel marché, immobilier, action, crypto, ça évolue par des phases de cycle, parfois des cycles extrêmement longs ou extrêmement courts, comme c'est souvent le cas avec les crypto-monnaies. Et deuxièmement, c'est la méconnaissance des stratégies d'investissement. Comme tu le disais, il y a le buy and hold, très bien, sauf que entre faire un buy and hold sur Apple et faire un buy and hold sur du Shiba, il y a une différence qui est magistrale. Et ça, il faut le prendre en compte, parce que malheureusement, je vois des gens qui foncent là-dedans tête baissée, et j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font et des risques qu'il y a derrière. Effectivement. Et ouais, différencier les fondamentaux qu'il peut y avoir derrière des actions, où certes il y a la partie psychologie, mais la partie fondamentale, elle est quand même beaucoup plus solide que dans le marché des cryptos, où on va être plus souvent sur du technique psychologique que finalement du fondamental, comme on peut l'avoir dans la finance traditionnelle. Ouais, effectivement. Mais justement, deuxième point, la gestion des risques. Donc ce qui est souvent oublié, ou souvent on s'y intéresse un peu trop tard, ça va être la gestion des risques. Donc ça, tous ceux qui viennent de la finance traditionnelle, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a un actif qui a fait 300, 400, 1000, 10 000%, c'est assez logique de vendre, et même dans des fonds ou autres, ils sont obligés d'être exposés à une classe d'actifs comme le Bitcoin, je sais pas, à 10 ou 5% de leur capital. Et si ça commence à dépasser cette limite, ils n'hésitent pas à vendre et ils suivent leur plan.
contrairement à des particuliers ou des débutants où une fois qu'on a fait des performances exceptionnelles, le Bitcoin va représenter 100%, voire 200 ou 300% de notre patrimoine. Et en fait, on fait rien et on reste comme ça, mais il faut faire super attention à réduire l'exposition aux crypto après des belles perfs, quoi. Ah ouais, on en revient donc au cycle de marché. Déjà, il y a rien qui monte en ligne droite. Il peut y avoir des grands cycles, mais jusqu'à preuve du contraire, sur les cryptos, c'est pas exactement ce qu'on a eu, même si sur du très long terme, oui, effectivement, le marché ne fait que monter sur certains types d'actifs. Au milieu, si on zoome un petit peu plus, il y a de la volatilité. Il y a des fluctuations qui sont très très importantes et qui sont très difficiles à gérer. C'est sûr que si on prend le marché action, on peut dire quand même qu'on est sur des cycles extrêmement longs où on peut avoir vraiment des phases haussières qui peuvent durer plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, avant d'avoir des corrections. Et c'est encore plus le cas maintenant, les corrections ou crack. C'est encore plus le cas maintenant avec toute on va dire la politique monétaire et tout l'encadrement qu'il y a autour des marchés financiers pour essayer de toujours protéger entre guillemets l'investisseur. Les cycles sont effectivement très très longs. Donc la gestion des risques, c'est vrai que c'est le truc auquel tout le monde s'en fout. Quand tu commences, ça monte, on s'en fout de la gestion du risque et même on se moque. On se moque de ceux qui en font. C'est-à-dire que il y a toujours ces personnes qui font du buy and hold, qui ont acheté, qui sont très contents quand ils se lèvent le matin, que ça prend de la valeur, que tous les jours ça prend de la valeur, que durant une semaine, un mois, voire plus, ça prend de la valeur. Et ils vont se moquer de ceux qui vont commencer à dire « moi j'ai pris des profits, moi j'ai allégé, moi j'ai une partie en stablecoin, moi je commence à être prudent ». Il y a cette pression des réseaux sociaux, et ça on pourra également en parler dans une prochaine vidéo, qui est assez folle. Donc je sais pas ce que t'en penses et quels conseils je t'aurais justement par rapport à ça, quoi. Ouais, ça va être d'avoir son propre plan. Hein. Par exemple, sur la première vague de hausse qu'on a eue, commencer à vendre entre 30 000 et 40 000, c'était pas une très mauvaise idée non plus, mais c'était difficile à faire parce que tout le monde était haussier, et surtout une fois que ça continue à monter, il faut surtout pas tomber dans le piège de mince, ça continue, je réinvestis. C'était dans le plan, je vends 10, 15, 20% ou selon votre stratégie, et il faut arriver à la suivre, même quand le prix monte après. Il faut savoir être patient et attendre une vraie correction qui peut arriver quelques semaines plus tard, quelques mois ou 2 ans plus tard. La question n'est pas de savoir si elle va arriver. Voilà. Mais quand. Toujours important, c'est quand. C'est-à-dire qu'elle arrivera. Ça, justement, on en parlera après du pourquoi, du comment. C'est justement donc le sujet suivant. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que dès lors qu'on commence à encaisser de la perte, tout de suite, on veut complètement changer en fait de stratégie et on veut se lancer dans le trading. Parce que de court terme, trading, on a l'impression que c'est facile. En fait, c'est bon, on gère nos risques et comme ça, ce sera un moyen de beaucoup moins subir les baisses. Qu'est-ce que justement tu penses de ça, de ces types de comportements qui changent radicalement en fonction du contexte de marché? Moi, je le connais bien parce que c'est ce que j'ai fait au début, comme tout bon investisseur qui apprend sur le chemin. Ouais, non, ça c'est assez classique et la première problématique, c'est que pour y arriver, pour que le trading vienne vraiment réduire la volatilité et garde les vagues de hausse, il faut plusieurs années d'expérience. Et c'est pas en quelques mois que ça vient, et il faut pratiquer, c'est pas juste en lisant un livre ou des vidéos. Et il faut apprendre à se connaître et pareil, dans le trading, il y a pas de stratégie unique, il y en a des millions, c'est à l'infini, et il faut vraiment trouver aussi ce qui correspond à notre vie, à nos objectifs. C'est vraiment complexe. Donc je pense que ça peut être quelque chose en parallèle qui se travaille sur plusieurs années, mais c'est pas la solution sortie du chapeau qui va marcher dans 2 semaines. Surtout que c'est pas une solution évidente, c'est-à-dire que le buy and hold, il y a aucune complexité en fait là-dedans. On a un actif, on l'achète, basta. Le trading, c'est une toute autre chose, une toute autre dimension, j'ai envie de dire, qui justement demande beaucoup d'expérience surtout. Et c'est pas en un claquement de doigts juste parce que le marché commence à baisser qu'on va se dire c'est bon, je mets au trading et je vais correctement le faire. En fait, on a toutes les chances de mal le faire et de faire pire que si on était resté en buy and hold. Oui, généralement, c'est ce qui arrive, ou même quand il se passe rien, juste une consolidation de plusieurs mois suffit à exploser le capital de beaucoup de Moi, ce qui m'amuse à chaque fois, c'est les fameux buy the dip. C'est dès que ça baisse, les gens veulent à chaque fois racheter, essayer de choper le point bas. Et ce que les gens oublient à chaque fois, c'est que choper un point bas, c'est compliqué.
Ça peut demander beaucoup d'énergie, ça peut cramer beaucoup de capital jusqu'à ce qu'on y arrive. Et il suffit qu'on essaye une fois, deux fois, trois fois, on n'y arrive pas, on arrête et boum. Ouais, la quatrième fois, ce sera, en fait, c'était la bonne, tu vois. C'est souvent comme ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont basé leur stratégie sur 2017 où chaque dip, il y avait une seule vague. Pour ceux qui regardent un peu sur le marché des derniers mois, il y a souvent des retests et c'est là que le trading n'est pas évident parce que ça change tout le temps. Exactement. Et il faut s'adapter et il faut prendre de l'expérience. Ceux qui ont appliqué les strats de 2017 en 2020-2021, pour faire simple, ils se sont fait rincer. Voilà. Je pense que là, il n'y a pas de doute par rapport à ça. On l'a même vu sur les algos de trading qui étaient basés en 2017, qui marchaient à merveille. Ils se sont fait éclater durant toute l'année 2020-2021. Ils ont sous-performé quand ça montait et ils se sont fait défoncer quand ça baissait. Et justement, j'ai prévu une vidéo sur les algos de trading. Ensuite, donc troisième sujet, mais justement l'état psychologique des gens qui se voient en fait justement sur le marché. Ouais, au début, on a beau savoir que le Bitcoin, par exemple, on peut partir sur une volatilité de moyenne de 50%. On a beau le savoir, mais on se dit oh, c'est bon, je vais supporter, mais souvent on se surestime. Et ça dépend aussi du capital, parce qu'au début, si vous commencez avec 5000 €, bon, avoir 50% de volatilité, ça va pas vous empêcher de dormir la nuit. Si demain vous avez 50 000, 100 000 ou plus, des volatilités de 50%, ça peut commencer à vous faire des erreurs, quoi. Ouais, clairement. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le marché crypto, c'est un marché qui est libre. Et ça, c'est un marché auquel on n'était pas forcément habitué, nous, en tout cas, je parle des personnes de notre âge, parce qu'on a le marché action, mais qui n'est pas un marché libre, ça c'est fictif. Déjà, c'est un marché qui ouvre que à certains horaires de bureau. Premier point, c'est un marché qui est totalement contrôlé. Dès qu'il y a l'once d'un risque, en général, on met des mesures en place pour réduire ce risque. Quand il y a trop de volatilité, on peut couper en fait le trading durant 15 minutes, par exemple. Quand il y a trop de risques à la baisse, on peut interdire en fait de prendre des positions vendeuses. Et surtout, quand le risque est trop grand, on coupe tout. En fait, on ferme le marché et on l'ouvre pas. Comme ça, au moins, on prend absolument aucun risque et on est sûr que, en fait, on va pas ressentir justement l'état psychologique de la foule dans les prix. C'est exactement ce qu'on a eu très récemment avec la crise ukrainienne et avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où on a la Russie qui a fermé son marché durant, je crois, plus d'une semaine. On a les shorts qui ont été également interdits au début avant qu'ils ferment tout. Et même sur des matières premières comme le nickel, on a eu des cotations qui ont été stoppées parce que les prix étaient trop montés. Donc vous imaginez en fait dans quel monde est-ce qu'on vit. On n'est pas en fait dans un marché qui est libre. Et à contrario, on a le marché des cryptos qui est totalement libre. Il peut se passer n'importe quoi et on l'a vu. Le dernier exemple, c'est la crise du Covid, où là on a vraiment eu une baisse de mémoire, je crois, de 50% en l'espace de un jour, non? Un jour ou deux. Et là, on laisse le marché s'exprimer et on voit vraiment justement l'état psychologique qui est inscrit, défini dans les graphiques, chose qu'on n'a absolument pas sur les marchés traditionnels. Et ça fait une grosse différence. C'est que si on n'est pas habitué à ça, eh ben c'est compliqué. C'est très compliqué. Tout peut arriver. Il n'y aura personne pour arrêter la cotation. Il n'y aura pas un Bruno Le Maire qui va arriver pour dire vous inquiétez pas les gars, je vous protège. Voilà. Donc c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ceux qui le comprennent, c'est une opportunité qui est juste gigantesque pour eux. Et ceux qui sont naïfs, qui arrivent là-dedans et qui comprennent rien, ils se font rincer. Et donc certains diront que c'est de l'arnaque. D'autres diront que c'est une opportunité. Oui, c'est un facteur à prendre en compte en arrivant, quoi. Encore faut-il se former ou se documenter. Et pas... Si on a passé juste 3 heures à se documenter sur la blockchain et les crypto-monnaies avant d'investir, bon, forcément, il y a des grandes chances qu'on ait quelques pertes douloureuses au début du parcours. Effectivement. Et justement, en parlant de ça, c'est cette difficulté, en fait, qui au début n'est pas du tout ressenti. On a l'impression que c'est facile, mais en réalité, ça l'est absolument pas, quoi. Donc tout ce que vous pouvez voir niveau formation, publicité, produits financiers, si on vous dit que c'est simple, garanti, en fait qu'il n'y a aucune barrière, vous savez que c'est un drapeau rouge
Ouais. c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Rien n'est simple. Mm. C'est-à-dire que même ceux qui font du trading algorithmique, du copy trading, tout ce que vous voulez, si c'est vous qui prenez la décision finale de prendre une position ou de la vendre, ce sera jamais facile. Ça, c'est important. Et si vous avez un contrôle sur votre capital, dans le cas même des algo trading, qui techniquement font tout pour vous, ce sera absolument pas facile. Donc beaucoup de personnes justement, ils pensent le contraire et ils sont surpris. Et donc de nouveau, il y a des réactions, c'est soit c'est de l'arnaque, c'est n'importe quoi, mais au final il faut juste le comprendre, tu vois. Et justement, toi en général, tu fais souvent cette allusion par rapport aux salles de fitness. Ouais, voilà, oui, on voit souvent si on arrive en début à la rentrée où je sais pas, il va y avoir 50 personnes et 1er janvier, non, enfin 2 janvier. Voilà, tout le monde veut avoir les jolis abdos pour l'été, mais combien il y en a qui vont en fournir l'énergie et le travail nécessaire pour y arriver? J'ai pas le pourcentage en tête, mais on est plus près des 10% que des 90%, quoi. Là, on a 2 phénomènes typiques. C'est le phénomène des bonnes résolutions du début d'année, où il y a un pic d'inscription, où il y a beaucoup de personnes qui vont s'inscrire. Donc, il y aura beaucoup de gens la première semaine dans les salles de sport. Et étrangement, au fil du temps, après, ça. Et le pire, c'est que les gens, en général, ne se désinscrivent même pas, tu vois. Mais au final, il y a plus personne. Et pareil, ceux qui veulent un corps beau pour l'été et qui vont s'y prendre en juin, tu vois. Ah merde, putain, le mois prochain, là, je vais à la plage, je fais quoi, tu vois. Bah ça, c'est comme investir dans le Bitcoin une fois qu'il a fait x5, x10, commencer à se former, vouloir mettre tout le capital et que ça marche dans 3 mois. Ouais, effectivement. C'est un peu pareil. Et à contrario du fait que c'est extrêmement difficile, il y a un paradoxe, c'est qu'en fait, c'est extrêmement simple d'investir. Oui, il n'y a aucune barrière. Ouais, c'est extrêmement simple. Et en fait, j'ai même envie de dire que les crypto-monnaies en fait dans lesquelles il faut s'exposer, il y a aucune complexité. On a souvent l'impression qu'on est un peu perdu. Il y a des milliers en fait de cryptos, on sait pas quoi faire. Mais en réalité, c'est extrêmement simple. Là, pour le coup, je te laisse. Aujourd'hui, oui, c'est plus simple d'ouvrir un compte chez Coinbase et d'acheter des cryptos que d'ouvrir chez un broker où il y a plein de papiers, il y a plein de régulations. Selon la zone géographique, vous pouvez ouvrir un compte ou pas. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Et sur le compte sur Interactive Broker ou autre, si vous voulez commencer à toucher, par exemple, à des options du levier, souvent vous avez des questionnaires, il y a un petit test quand même pour savoir si vous êtes formé sur, je prends les options par exemple, qui sont des produits assez complexes. Vous allez sur Binance, vous pouvez prendre du levier, bon maintenant il n'y a plus x100, mais c'est x20 je crois, ou 50, mais vous avez accès à plein de produits très complexes et risqués, sans aucun test, donc bon, encore plus de chances pour les gens qui débarquent de tout perdre, quoi. Aussi, c'est-à-dire qu'il y a une simplicité qui est agréable pour ceux qui font correctement les choses, et à contrario, par contre, c'est aussi de nouveau à double tranchant, sans ce marché, voilà, il est impitoyable. C'est-à-dire que d'un côté, on peut gagner beaucoup, et de l'autre, on peut aussi très facilement tout perdre. Il y a aussi une simplicité en fait dans laquelle où c'est facile de savoir dans quoi investir. C'est-à-dire que de nouveau, il y a aucun secret. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut gagner dans les cryptos, on prend du Bitcoin, on prend de l'Ether, on prend 2-3 cryptos du top 15, peu importe, BNB, Luna, Avalanche, ce que vous voulez. Vous faites juste un petit portefeuille et basta. Vous avez à peu près les plus gros projets et vous allez facilement être capable de vous exposer au marché. Le problème, c'est qu'en général, on veut pas faire ça. Parce que ça paraît tellement simple qu'on se dit, ah non, moi ce que je veux c'est faire un x100, moi ce que je veux c'est la crypto qui va exploser, je veux être dedans. Sauf que dans la pratique, ça se passe comment? Ça c'est très rare. Moi par exemple, ça m'est jamais arrivé de faire un x100. Moi c'était plus l'autre partie qui m'a sauvé, on va dire, toutes les petites cryptos où j'avais mis, bon bah elles ont disparu, donc pas de chance. Et ça avait plus été voilà d'être quand même principalement sur le Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano, qui ont finalement, il faut aussi savoir être patient. Les x100, souvent ce qu'on veut, c'est être, je sais pas, millionnaire dans 3 mois. Finalement, si on fait juste un x10, x15, mais sur 5 ans, 2 fois d'affilée, finalement on a notre x100. C'est déjà pas mal, effectivement. Sans prendre le risque sur des cryptos ou des toutes petites caps qui sont même pas listées sur des grosses plateformes, etc., quoi. Donc c'est une question d'horizon de temps. Je pense que la question à se poser, c'est ok, sur combien d'années est mon objectif, quoi. Après, je dirais pas que c'est
c'est impossible parce que en tout cas moi à titre perso j'en ai quand même fait quelques-uns des x100, soit sur des projets tout petits, mais je vous le dis tout de suite, il y a une part de chance dedans. C'est-à-dire que dans tous les cas, il n'y a aucune certitude que quand on investit en fait dans un projet, il fera x100. Et vous pouvez avoir la conviction que vous voulez être sûr de vous en savez rien. Vraiment, ça c'est important. Et très souvent, moi ça a été des surprises. Ça veut dire que quand j'ai investi, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas imaginé en fait dans ma tête me dire ok, je vise le x100 sur ce projet. Et ce qui est marrant, c'est qu'en général, quand l'investissement était présent et qu'on pouvait le faire, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et notamment sur les ICO. Il suffit de regarder maintenant les ICO de 2019. Déjà, il y avait pas grand monde à cette période-là. 2020 ont été les meilleurs ICO. Après, je suis sûr que c'est plus intéressant en phase de marché baissier ou d'accumulation. Exact. C'est après que le marché est purgé. Après qu'il n'y ait plus personne, on a eu les meilleurs projets. Par exemple, il y a eu Flow, il y a eu Avalanche. Ceux qui ont investi dans l'ICO, j'en connais certains et notamment en plus dans mon groupe, à l'époque groupe Facebook, on en parlait. Ils sont plutôt bien aujourd'hui. The Graph également. Il y a eu aussi Casper sur CoinList et plein d'autres sur lesquels il y a eu entre le x20, le x50 et en général voilà. Mais ensuite, il y a eu toute la vague de hausse et toutes les ICO qu'il y a eu à ce moment-là, de la merde. De la merde parce qu'il y avait trop de monde. Trop de monde qui voulait investir. C'est toujours pareil, quoi. Quand il y a trop d'intérêt et que le Bitcoin a déjà poussé, c'est un peu moins intéressant. Exact. Et je dirais que pour finir, ça peut être une stratégie à côté, mais votre objectif, il doit pas dépendre uniquement des ICO ou de ces petits projets. Ça doit être du bonus. C'est-à-dire que pour moi, il faut assurer une performance. Bitcoin, Ether et un peu de top 15 pour aller chercher un peu plus de risques. Et après, peut-être 5% du portefeuille. Ok, là-dessus, on va un peu plus jouer au loto parce que, pour être honnête, c'est quand même beaucoup de risques. Plus de chances que le loto, mais ça reste proche du loto. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, le risque de tout perdre est aussi présent. Alors que si on prend du Bitcoin et de l'Ether, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'historique pour se dire que c'est un marché qui a gagné vraiment en maturité et avec lequel on peut investir avec plus de sérénité, en fait, en tout cas dans ces actifs-là. Et on va terminer en fait de répondre à cette question, notamment avec cette obsession à toujours acheter, peu importe les moments, et à toujours vouloir être investi. Ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, et ça c'est malheureusement une des plus grosses erreurs. Mais bon là, souvent, surtout au début, moi je trouve que fallait que je sois toujours investi. Je pense que c'est aussi peut-être qu'au début, quand on a moins de capital. On se dit que si, je sais pas, sur nos 10 000 euros, si on met que 5 000, on perd, on va manquer quelque chose. Mais autant au début, c'est pas très grave. Mais au plus le capital va commencer à monter, au plus ça va devenir gênant. Parce que la volatilité, fois le capital, ça va commencer à faire des montants qui peuvent changer des choses dans votre vie. Donc ça va être difficile à tenir. Et je pense sur le long terme, ça peut être fatigant et ça peut vous faire pas mal de mauvaises décisions et de mauvais choix. C'est un peu aussi l'ascenseur émotionnel d'être tout le temps investi. Parce que ça veut dire que, en fait, l'argent est tout le temps en jeu. Et ça, pour le coup, c'est très compliqué, c'est même très déconseillé pour le coup. Et en fait, une des choses qui est flagrante, c'est la première question qu'une personne pose quand il rentre dans ce milieu, c'est quoi? Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Dans quoi est-ce qu'il faut investir? Tu vois? Personne se pose la question de se dire, est-ce que c'est le bon moment? Non, c'est dans quoi est-ce qu'il faut investir. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu en fait là-dedans, c'est que on va avoir un discours de tout un tas de personnes qui vont dire, peu importe le timing, moi je suis là pour du long terme. Ça, c'est le truc, mais classique. En fait, pour moi, c'est du bullshit. C'est-à-dire que on essaye de se convaincre qu'il y a tout le temps le bon moment pour investir. Mais si on en revient à ce qu'on a dit avant, il y a un cycle de marché. C'est souvent dans les phases de hausse en plus. Souvent, en plus. Souvent, les gens sont attirés quand c'est pas le bon moment, et ils sont plus là quand c'est le bon moment. Ça, c'est le paradoxe, et c'est, je pense, une des réponses principales à la question initiale. C'est pourquoi est-ce qu'il y a si peu de personnes qui gagnent en fait dans ce marché. Mais surtout, arrêtez en fait de juste vous dire, c'est pas grave, j'investis sur 5 ans, sur 10 ans, donc peu importe mon niveau d'achat. C'est faux, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que vous n'avez pas la patience de vous dire, c'est pas grave, s'il faut attendre 6 mois, s'il faut attendre 1 an, c'est pas grave, mais je veux investir
quand ce sera le bon moment, tu vois. Surtout que ça nous met en position de faiblesse quand ça va être le bon moment. On aura déjà perdu 40, 50 ou plus si on a pris des altcoins. Et on sera dans un état émotionnel compliqué, alors que ça sera le moment où normalement il faut être frais, il faut arriver et pouvoir investir le plus de notre capital sur cette période, quoi. Et tu vois, par exemple, ceux qui ont investi en décembre 2017, ça commence à faire maintenant, hein, ça fait 5 ans, hein, et qui ont payé plein pot à 20 000 $. Moi, je vois bien en fait que pour le coup, ils sont en plus-value. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont à peine à 50% de performance. Même l'or a fait mieux. Ouais, j'ai envie de te dire, même le marché action a fait mieux, tu vois. Sauf que entre temps, ils se sont pris un crack, ils se sont pris une phase de hausse, puis de nouveau encore une phase de capitulation, puis c'est remonté, puis c'est redescendu. Et au final, je suis sûr que même ceux qui ont investi à ce moment-là et qui se sont dit, c'est bon, je suis là pour le long terme, je suis même certain qu'aujourd'hui, il y en a, à mon avis, pas beaucoup qui ont rien fait et qui sont en plus-value, tu vois. Donc ça, il faut arrêter, il faut accepter que il y a des moments où c'est intéressant et d'autres où ça ne l'est pas. Alors forcément, c'est pas très vendeur de dire non, c'est pas le bon moment, mais malheureusement, c'est un peu la réalité en fait des choses. Après, vous pouvez poser la question quand vous regardez votre capital et vous dites aujourd'hui, si j'avais cette somme-là en cash, est-ce que je mettrais all-in sur le Bitcoin? Souvent, vous allez vite vous rendre compte que si on est à 60 000, que vous avez déjà fait un x10, x20, est-ce que si vous aviez cette somme en cash, vous mettrez all-in sur le Bitcoin? Je pense que c'est un bon exercice. Je pense que vous mettriez pas tout ou alors 30%. Ou... En fait, c'est un peu remettre à zéro. Parce que très souvent aussi, on se dit, ouais, mais c'est pas grave, je l'ai acheté à ce prix-là, donc c'est pas grave. Ouais, mais si on remet tout à zéro, vends tout, refais un portefeuille. Qu'est-ce que là tu vas faire, tu vois? Et en général, on fait pas exactement la même chose. C'est un bon exercice surtout après les hausses pour en revenir au risque et la gestion du risque. Ça peut être un bon exercice. Et même, je suis sûr que certains, ils auraient un peu du mal à re-rentrer. Tu vois, ils se diraient, ça a beaucoup monté, est-ce que j'ai envie de rentrer maintenant, tu vois? Mais c'est sûr et certain. Donc juste, en fait, voilà, maintenant, il existe plein de moyens pour savoir si c'est le bon moment ou pas pour investir. Il y a le Fear and Greed Index qui permet quand même de voir un peu l'état émotionnel, en fait, de la foule. Puis il suffit juste de regarder un graphique et de voir si ça a monté énormément ou pas. En mensuel, souvent c'est des choses qu'on voit qui sont assez claires et limpides. Sur du long terme. Là par contre, on se met pas en 2 heures pour voir ça. On se met sur du weekly, voire du mensuel, et on peut rapidement se dire, ok, même sans aucune expérience, est-ce que ça monte depuis 6 mois ou est-ce que ça baisse, tu vois? Et là, on peut voir un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a un indicateur qui est hyper intéressant. C'est tout simplement la supply de Bitcoin, donc le nombre de Bitcoin qui sont détenus par ce qu'on appelle des investisseurs de court terme. Donc en fait, pour savoir s'ils sont des investisseurs de court terme, on se base juste en fait sur les transactions et on voit s'ils l'ont acheté récemment ou pas. Là, je vous mets en fait donc justement là ce graphique qui est dispo notamment avec Glassnode. Et en fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple. Mais en tout cas, savoir si on est sur un bon niveau d'achat ou pas, ça c'est simple. C'est souvent des zones, ça va pas être le jour exact. Là, on le voit. Sur le niveau actuel, on est sur les niveaux les plus bas. Donc ça veut dire qu'il y a très peu d'investisseurs de court terme. Donc si on remonte à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, on est probablement sur un bon niveau en fait pour se réexposer. On n'est pas sur un top de marché. On n'est pas sur une phase euphorique. Et à contrario, on le voit, dès qu'on part sur des fortes phases d'accélération, ça veut dire que il y a tout un tas en fait de nouveaux qui arrivent, qui achètent massivement. Et là, normalement, ça devrait être le signal de vente ou au moins de réduction du risque. Voilà, commencer à se préparer. On réduit son risque. C'est pas juste blanc ou noir. C'est pas on achète et on vend tout. C'est toujours c'est toujours par palier. Pareil pour l'achat. Même si là, je dis c'est un bon niveau d'achat, ça veut pas dire on fait un all-in, tu vois. Mais bon, on prend 30%. Tu prends 30%, boum. Et ensuite, si le prix commence un petit peu à confirmer, boum. Là, tu recontinues, on va dire, à investir. Voir s'il recontinue également à baisser. Et tu moyennes un petit peu à la baisse. Après, bien sûr, il faudra toujours un peu de conviction. Si t'as pas de conviction dans les cryptos, dans le Bitcoin, c'est un peu compliqué même d'acheter quand c'est des bons niveaux comme maintenant, parce qu'on aura toujours le doute de se dire ouais mais si. Ouais, bah après il y a une prise de risque. Pas de risque, pas de rendement, quoi. On n'est pas là à dire à coup sûr vous allez gagner, tu vois. Exactement. De toute façon, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a plutôt bien répondu à cette première question du pourquoi est-ce que presque personne ne gagne dans les crypto-monnaies. Je préciserai quand même sur le long terme.
Ouais. Sur le court terme, Oui, sur le court terme, il y a beaucoup de gagnants, mais tout le monde gagne. sur une fenêtre de 5 ans, c'est autre Voilà, chose. toujours en prendre du recul et on se base sur un cycle entier. Hausse, baisse, phase de consolidation. Et là, on regarde justement si on est encore en guerre ou pas. Et là, par exemple, à l'heure actuelle, de ceux qui ont investi en 2021 ou même 2020, eh ben, j'en mets ma main à couper qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont vraiment gagné beaucoup d'argent et qui les ont encore. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Donc, la prochaine vidéo qu'on a prévue, en fait, c'est justement pour parler des réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce qu'il faut arrêter, de nouveau, titre un petit peu aguicheur, les réseaux sociaux. En tout cas, ce sera le thème de la prochaine vidéo qui sortira d'ici une semaine. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé en tout cas de cette vidéo, de ce format en fait de vidéo, où on essaie vraiment d'apporter une réponse claire à une question. De nouveau, c'est notre avis. Bien évidemment qu'on peut avoir des avis différents, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir des avis différents de personnes qui, à mon avis, ont quand même réussi et ont un minimum d'expérience. C'est le minimum des choses. Mais en tout cas, les contradictions et les commentaires qui seraient pas forcément d'accord sont également les bienvenus tant que c'est argumenté. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce pour le remerciement et apparemment le référencement. Et puis on se dit à très vite donc pour la prochaine vidéo. Et puis merci Guillaume. Ouais, merci.